Bonjour! Lors des autres épisodes de cette série, nous parlons d'espèces polluantes, d'organismes vivants, d'activités scientifiques, de tensions diplomatiques. Aujourd'hui, je vous propose d'aller relier tout ça et de comprendre comment recherche en sciences naturelles peut être liée aux sciences humaines et sociales et à notre façon de gouverner ces espaces. Actualité récente. C'est seulement cette année, en 2021, que les différents géographes regroupés au sein de la National Geographic Society se sont mis d'accord sur la reconnaissance d'un 5e océan et sur une dénomination uniforme, l'océan austral. Ça peut paraître anecdotique, les scientifiques utilisent ce nom depuis les années 90 pour y décrire les recherches qu'ils y mènent. Mais ce nouveau consensus a aussi pour but de mieux le cartographier. Un sombre débat de géographes, me direz-vous? Pas vraiment, il y a un réel enjeu. Prenons ce dont on va parler aujourd'hui, la pompe à carbone océanique. Les océans captent près du quart des émissions annuelles de CO2. L'avantage, c'est qu'une fois sorti de l'atmosphère, il ne peut plus exercer sa fonction de gaz à effet de serre. L'océan austral est responsable de près de 40% de cette pompe à carbone océanique. Cartographier, c'est commencer à dessiner des zones, suivre ce qu'il s'y passe, chercher à comprendre, voire même s'approprier les espaces et mettre en place des mesures de gestion. En somme, réglementer les activités humaines. Une cartographie commune, c'est une bonne base pour se mettre d'accord sur les règles de gestion. Et vous savez bien depuis le premier épisode que ça n'a pas été simple autour de l'Antarctique. La sociologie du droit et des sciences politiques s'intéresse par exemple à la création et au développement des mesures de gestion sur les différents territoires de la planète. En mer, on parle notamment des aires marines protégées. Un choix parfois compliqué. Ce sera l'objet de cet épisode, comprendre comment on le fait, avec quels appuis scientifiques, les impacts que ça peut avoir et les implications pour nos sociétés. Commençons par un exemple, la politique européenne de la pêche. Elle s'est développée dans la deuxième moitié du XXe siècle face à un constat. Sans encadrer le secteur de la pêche, notamment entre pays où les pêcheurs exercent dans des eaux communes, la ressource halieutique venait à se raréfier. On se met alors d'accord pour définir des quotas, distribués selon un ensemble de règles, et qui sont chaque année redéfinis grâce au conseil des scientifiques, qui estiment l'état des stocks de poissons que l'on exploite. Ce travail est fait à partir de données en provenance de campagnes de mesure, mais aussi de l'ensemble du secteur de la mer, y compris les pêcheurs. Ce système a plutôt bien fonctionné pour certaines espèces de poissons, mais est aujourd'hui critiqué par certains acteurs de la pêche, du monde de la recherche et des institutions, qui reconnaissent qu'il ne prend pas en compte tout un tas d'activités, ni une grande partie de la compréhension que nous avons aujourd'hui de ces écosystèmes. Ces limites sont liées à la conception des modèles qui ont été construits pour appuyer les décisions de gestion. On a surtout pensé à la fonction des objets étudiés, une ressource halieutique exploitée par les pêcheurs et qu'on regarde espèce par espèce. Du coup, une partie des flux nous échappe. Des poissons sont capturés, meurent du fait des altérations du milieu de vie ou du fait des interdépendances entre espèces. Le fait de ne pas considérer l'écosystème comme un tout explique en partie les écarts entre les prévisions des modèles et ce qu'on observe sur le terrain. On peut questionner la réelle durabilité de ces mesures de gestion créées à partir de bases plutôt économiques pour assurer un rendement maximal sur le long terme. Pour la faire simple, vous vous souvenez de l'adage « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est un peu une obsession qu'on partage entre gestionnaires maritimes, comptables et biogéochimistes. La biogéochimie, c'est l'étude du processus cyclique de transfert des éléments chimiques au sein de l'environnement et entre ses parties constitutives, biotiques et abiotiques. On regarde des éléments sur lesquels on met habituellement des étiquettes et dont on perd parfois la trace, un polluant pour nous, peut-être une ressource pour certaines bactéries par exemple. Notre obsession, c'est de retrouver leurs traces, en regardant leur nature, ce qui se cache sous l'étiquette, d'équilibrer le budget, ou en bon biogéochimiste, de boucler les cycles. Autrement dit, de suivre l'ensemble du chemin parcouru par ces éléments, peu importe l'étiquette qu'ils portent. Vous vous souvenez de la pompe à carbone dont on vient de parler? Elle intéresse notamment les biogéochimistes du carbone, qui cherchent à boucler le cycle du carbone. Quand il est dans l'atmosphère sous forme de CO2, on lui met une étiquette, gaz à effet de serre. Puis quand il est capté par photosynthèse et se retrouve dans des cellules vivantes, on lui met une étiquette matière organique. Si la cellule meurt et se décompose, c'est une particule. S'il se dissout simplement dans l'eau, c'est un soluté. Tout ça, ça reste composé de carbone.
et on cherche à tracer ce carbone pour mieux comprendre ce cycle d'étiquette. Et l'idée qu'on a quand même derrière la tête, c'est d'améliorer les modèles climatiques d'ensemble en réduisant les incertitudes concernant l'évolution de la pompe à carbone océanique. Bon, vous vous en doutez, c'est le moment d'entrer dans les détails de cette photosynthèse dont on parle depuis le début. Recette de la photosynthèse. Il nous faut des nutriments. La liste est longue, mais pour faire bref, ce sont des molécules qui contiennent les principales briques élémentaires de la vie. La molécule de CO2 par exemple. 2, de la lumière, c'est ce qui va permettre d'apporter l'énergie pour casser les liaisons entre les bouts de ces molécules et en reformer d'autres pour réagencer tout ça en matière vivante dans la cellule. 3, un organisme photosynthétique. En gros, une espèce vivante avec des cellules vertes parce qu'elles renferment des chloroplastes, des petites bulles qui, elles, contiennent de la chlorophylle. C'est là que tout se passe. Passons sur les différents types d'organismes qui sont capables de ça. Un épisode en microbiologie vous en parlera bien mieux. Si vous avez bien suivi, on a au départ plusieurs éléments assemblés sous une étiquette ressources qui vont être réassemblés sous de nouvelles étiquettes. La cellule n'a rien créé, elle a simplement transformé. Aujourd'hui, on cherche à en apprendre plus sur la manière dont ces changements d'étiquette se font, par exemple en biogéochimie interne, sur la cohabitation entre organismes et sur ce qu'il se passe quand on modifie l'écosystème, qu'on le réchauffe, qu'on l'acidifie, qu'on commence à être limité en ressources ou qu'on en introduit de nouvelles, par exemple les microplastiques. Un mot-clé à retenir, sensibilité. On cherche à savoir comment tout ça fonctionne aujourd'hui et comment ça pourrait évoluer. C'est nécessaire pour orienter les mesures de gestion dans les aires marines protégées par exemple. En effet, les environnements marins occupent une place centrale des enjeux climatiques. Ils sont une partie de la solution, mais sont aussi en danger, sont territoire de rivalité. On parle de services écosystémiques pour l'ensemble des richesses puisées dans l'environnement naturel, un capital d'ailleurs encore peu valorisé dans nos économies, mais ça commence à changer. Sur la scène géopolitique, on voit émerger le terme océan au singulier, car il ne s'agit en réalité que d'une seule masse d'eau connectée. Nous vivons sur la planète bleue, du moins depuis les premières images depuis l'espace qui nous ont fait prendre conscience de l'importance revêtue par l'océan à l'échelle du globe, 71% de sa surface, et ça augmente. La population mondiale se concentre massivement autour des côtes, environ 3/4 des humains vivent à moins de 60 km du littoral. Les écosystèmes littoraux, leur aménagement et leur utilisation comme puits de carbone, notamment lorsqu'on cherche à les stabiliser, voire à les développer, ont même une appellation propre en économie aujourd'hui, preuve de l'importance qu'on leur donne, Blue Carbon Economy. Les moyens technologiques, en développement constant depuis le siècle dernier, en particulier dans le domaine maritime, ouvrent des possibilités que le législateur, l'organe qui crée les lois dans chaque pays, a souvent du mal à suivre et encore plus à anticiper. Mais plus encore, ces espaces sont de potentiels créateurs de richesses, surtout si nous basculons dans une économie où le carbone a un prix. Qui dit création de richesses, dit, vous vous en doutez, que certains se sont déjà creusé la tête pour chercher à maximiser tout ça, augmenter les gains, saisir ces nouvelles opportunités de croissance économique. C'est en partie ce que certains cherchent à faire en géo-ingénierie, tous les domaines de recherche qui visent à essayer de prendre le contrôle de certains mécanismes naturels pour les limiter ou les amplifier. Restons sur notre exemple de pompe à carbone océanique. Savez-vous quel est le lien entre Soirée, Sofex et IFEX ? Ce sont des campagnes scientifiques qui se sont déroulées au début des années 2000 et qui nous ont permis de nous rendre compte que lorsqu'on ajoutait du fer dans l'océan, cela pouvait booster la croissance du phytoplancton dans certaines zones bien spécifiques. On parle de fertilisation par le fer. On voit très bien sur ces cartes les blooms phytoplanctoniques responsables d'un stockage augmenté de dioxyde de carbone suite à un largage de fer. Une solution miracle pour augmenter la pompe à carbone océanique ? Introduisons des nuances à cela. Déjà, ce n'est possible que dans certaines zones spécifiques, les HNLC. Ensuite, tous les fers ne se valent pas. Une sombre histoire de ligands. Et pour ce qui est de la mise en place in concreto d'une fertilisation grande échelle et de son réel impact carbone, quand bien même cela fonctionnerait, je vous laisse vous faire votre avis avec d'autres contenus à retrouver en biblio. Reprenons notre recette de la photosynthèse. Nutriments, lumière, organismes photosynthétiques. Pour que ça fonctionne, il nous faut nos deux types de ressources en quantité suffisante. Dans les HNLC, on a beaucoup de nutriments disponibles, mais pour autant pas énormément de carbone organique produit. Cela est principalement dû au fait qu'il manque un élément crucial, le fer. Ce métal, aux propriétés particulières, a en effet un rôle de catalyseur dans les réactions chimiques internes aux cellules photosynthétiques. Il n'est pas consommé, mais permet à la réaction de se réaliser. Pour la faire simple, il permet à la molécule de chlorophylle de capter l'énergie lumineuse et de la transformer en énergie chimique. Le fer passe alors d'un état d'oxydation 3 à un état d'oxydation 2.
on dit qu'il est réduit. Le rôle particulier du fer réside dans le fait qu'il est relativement stable dans ces deux états d'oxydation assez proches. Comment boucler la boucle pour avoir de nouveau du fer 3 prêt à être à nouveau utilisé pour faciliter la photosynthèse? C'est assez simple. Comme tout cela se passe en surface, le fer 2 est assez facilement oxydé, l'inverse de la réduction, en fer 3, par l'oxygène présent dans l'eau du fait du contact avec l'atmosphère. Dans ces fameuses zones HNLC, il manque donc le fer pour que cette réaction de photosynthèse se fasse. Ces zones sont principalement situées dans des espaces éloignés des côtes. En effet, le fer, dans l'océan, est surtout apporté par la décomposition de certaines roches sur les continents, par les fleuves à proximité des côtes et par des poussières soufflées par les vents un peu plus loin. L'océan austral est une grande HNLC, il n'y a pas de roches à nu en Antarctique et donc quasiment aucune poussière qui peut être arrachée pour aller fertiliser l'océan. Bon, ok pour les HNLC, mais c'est quoi cette histoire de fer qui ne se valent pas à cause de ligands? On vient de voir que le fer est relativement stable en fer 2 et fer 3. Ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que le fer ne flotte pas tout seul comme un grand dans l'eau. Si on lâche un atome de fer, il va s'entourer d'autres molécules pour former comme une bulle autour de l'atome. Et les molécules les plus abondantes dans l'eau, ce sont des molécules d'eau. Si ce sont elles qui forment la bulle, le fer prend alors la forme d'hydroxyde de fer, un solide qui coule et n'est donc pas utilisable par les organismes vivants pour s'en servir en photosynthèse. Il ne suffit donc pas d'ajouter du fer dans l'eau, il faut aussi qu'il y soit présent avec les bonnes molécules pour former une bulle utilisable par la vie. On parle de fer biodisponible. Les molécules sont appelées ligands et la bulle est en fait un complexe. Simple comme bonjour. Et qu'est-ce qu'on a comme ligand à disposition pour former des complexes de fer biodisponibles? Toute une panoplie, produite avec des organismes vivants, avec des tailles différentes et des forces de liaison plus ou moins grandes, ce qui permet d'aller voler le fer au voisin, de le stocker dans sa cellule sans forcément l'utiliser tout de suite, ou au contraire de le faire circuler très rapidement entre organismes. Et essayer de remonter aux stratégies mises en place autour de l'usage d'une ressource, c'est quelque chose qu'on partage entre biologie et sciences sociales. C'est d'autant plus intéressant lorsqu'il s'agit d'une ressource limitante, car elle concentre alors les enjeux. C'est là qu'il y a la plus grande sensibilité. Oui, on continue avec notre mot-clé. Sensibilité d'un écosystème comme d'un réseau d'acteurs. Vous comprenez donc l'intérêt triple qu'on a à analyser la biogéochimie du fer. C'est un levier de la pompe à carbone océanique. Ça nous renseigne sur la sensibilité des écosystèmes qui pompent le carbone et donc potentiellement sur leur vulnérabilité face aux évolutions de cet écosystème. Mais ça peut aussi être un indicateur d'impact des activités humaines. Et oui, les propriétés intéressantes du fer ne sont pas exploitées uniquement par les algues. On l'utilise, nous, dans diverses activités humaines. En trouver dans un écosystème marin et analyser les ligands qui l'accompagnent peut donc aussi nous permettre d'estimer une partie des activités humaines, de voir si les mesures de gestion sont respectées, efficaces et s'il faut les faire évoluer. Pour étudier la biogéochimie marine du carbone et du fer, on fait des prélèvements de l'écosystème. On remplit tout un tas de bouteilles, de fioles et de filtres. Avec des produits chimiques, par filtration, ou par exemple en le congelant, on cherche à figer cet échantillon dans un certain état pour attendre de revenir à terre où on mesurera les nutriments qui s'y trouvent, la quantité de fer, la quantité d'algues, de carbone, et on cherchera à distinguer pour chaque élément les différentes étiquettes sous lesquelles il est présent. Ça paraît simple? Pas vraiment. On cherche à boucler le cycle du fer dans des zones où il est quasi absent, en venant faire des prélèvements à bord de navires et avec tout un attirail qui nécessairement contient des métaux, et très souvent du fer, on en trouve jusque dans les peintures. Concrètement, étudier la biogéochimie de ces métaux, très peu concentrés, on parle de métaux traces, ça impose de prendre beaucoup de précautions pour ne pas contaminer les échantillons qu'on réalise. On porte des combinaisons intégrales, on utilise un matériel qui n'est pas fait de métal, qu'on lave très soigneusement, à chaque fois. On manipule sous une hotte avec un puissant système de filtration, car même un petit bout de peau, un cheveu ou une poussière pourrait contaminer l'échantillon. Tout ça a été codifié par les scientifiques qui travaillent sur les métaux traces au sein d'un livre de protocole, GeoTrace. Ça permet d'être sûr que les expériences qu'on réalise le sont de façon similaire et que tous les chercheurs pourront comparer leurs données avec celles des collègues. Il y a quelques minutes, je vous disais que le but de tout ça, c'était de mieux comprendre la sensibilité de la pompe à carbone pour améliorer les prévisions des modèles de climat. Concrètement, on a depuis quelques années connecté les modèles physiques qui simulent la répartition de l'énergie et le déplacement des fluides, Niels vous en parlera, c'est assez dingue, avec des modèles de biologie qui, eux, simulent comment la vie dans l'océan, par exemple les organismes photosynthétiques, réagissent à ces évolutions.
En améliorant notre compréhension de la sensibilité, on améliore la connexion entre les modèles physiques et biologiques. Et on peut là aussi aider les acteurs politiques dans leur prise de décision pour agir là où ce sera le plus efficace et là où c'est le plus urgent. Ça peut paraître utopiste au regard de l'avancée assez lente du droit international en la matière, mais un exemple concret concerne les mesures de gestion de l'Antarctique. Nous avons nous-mêmes dû évaluer et limiter lors des demandes d'autorisation les perturbations que nous appliquons aux écosystèmes étudiés, qui sont protégés en fonction de leur vulnérabilité par plusieurs niveaux d'aires marines protégées, conformément aux mesures mises en place suite à l'adoption du protocole de Madrid et de ses diverses révisions. En sociologie du droit et des sciences politiques, lorsqu'on applique ça aux aires marines protégées, on cherche justement à décrypter comment ce système de règles s'est construit, avec l'appui de quelles communautés scientifiques. On compare entre différents pays où la recherche n'est pas forcément structurée de la même manière et n'a pas forcément les mêmes liens avec le législateur. On interroge aussi les liens entre le monde de la recherche et les administrations dans la mise en place et le suivi des mesures de gestion, dans leur évolution, qui peut se faire sous forme de collaboration, sous forme de commande de rapport, ou malheureusement être parfois inexistant. Concrètement, ça suppose d'aller éplucher les textes réglementaires qui ont créé ces aires marines dans différents pays, de les comparer, de voir comment ils ont évolué, de reconstituer le contexte qui a abouti à leur rédaction et à leur adoption sous une forme précise, d'interroger les divers acteurs qui ont participé à les construire, juristes, politiciens, scientifiques, médiateurs, citoyens membres d'une convention, lobbyistes, représentants syndicaux, agents de l'administration et j'en passe. On cherche en fait à mieux comprendre quelles interactions entre tout ce monde-là structurent ce qu'on appelle un réseau d'acteurs. On peut mener cette analyse sur l'ensemble des politiques publiques qui régissent notre vie en société, politique de la pêche, de la culture, politique sanitaire ou environnementale. En Europe, ce réseau et toutes les actions qu'il mène, on commence à en parler sous une typologie commune, science avec et pour la société. On essaie de structurer ce réseau d'acteurs de façon un peu plus homogène à l'échelle du continent. Quant aux aires marines protégées, c'est une question qui revient sur le devant de la scène géopolitique. Comment rendre cohérents à l'échelle internationale les régimes d'aires marines protégées pour les développer, les mettre en réseau, mieux les contrôler, sanctionner les fraudeurs, etc. On cherche à atteindre un système de règles dont on puisse évaluer l'efficacité et qui prennent en compte le plus grand nombre de paramètres possibles. La biodiversité avec l'apport des biologistes, la durabilité des services écosystémiques avec économistes et géographes, la stabilité de nos reliefs littoraux avec les géomorphologues, et on pourrait en rajouter d'autres. En somme, réussir à puiser les enseignements de diverses disciplines scientifiques et les faire dialoguer pour avoir des modèles robustes donnant des prévisions de plus en plus sûres et orientant de façon plus efficace et éclairée ce réseau d'acteurs à l'origine de mesures de gestion. J'espère que vous avez apprécié ce panorama et que cet épisode attisera votre curiosité pour, en tant que citoyen, venir participer à ce réseau d'acteurs. Pousser la porte des laboratoires, questionner les chercheurs, s'embarquer dans les sciences participatives, participer aux grands événements nationaux, Nuit des chercheurs, Fête de la science, Festival Art Sciences, et aux animations tout au long de l'année dans les musées et les centres de culture scientifique. Mais prenez garde, cette mouche nous a piqué il y a quelques années, et cette soif d'apprendre est toujours contagieuse.